Là, je peux commencer. Alors, comme disait Valérie, effectivement, cet été, à nouveau, je suis partie avec une grande valise cachée sous les sièges de la voiture pour pas que mon mari râle de trop parce qu'on avait trop d'affaires. Et j'ai à nouveau découvert, redécouvert. Moi, effectivement, je fais partie aussi un peu des meubles de la librairie, donc c'est vrai que vous me connaissez. J'ai des chouchous dans les auteurs, et le premier dont je vais vous parler, c'est une femme que j'aime beaucoup et pour qui j'ai une grande affection d'écriture, autant dans les sujets que dans les histoires qu'elle raconte. C'est une femme qu'on n'a jamais reçue à la librairie, mais on ne désespère pas un jour. Pour ceux qui la connaissent, voilà, j'entendais Gaëlle Josse. La nuit des pères, c'est le titre du livre. Elle est fidèle à son éditeur qui est Notabilia. Gaëlle Josse, c'est une femme qui est capable de vous emmener en quelques mots et en quelques phrases très très bien choisies dans une histoire qui est cette fois-ci complètement bouleversante. Alors, la page 37 de votre livret. Voilà, donc elle nous raconte cette fois-ci la nuit des pères. J'avoue que la dernière fois j'avais été un peu sur ma réserve, je vous en avais moins parlé. Cette fois-ci je ne taris pas d'éloges. Elle fait un livre absolument bouleversant, une histoire, c'est l'histoire, la narratrice est une femme. Elle est appelée un jour par son frère qui est resté lui auprès de son père. Le papa est en train de perdre la mémoire. Et cette femme n'est jamais retournée dans son village au bord de la montagne pour de multiples raisons. Elle hésite à retourner, elle sait que les jours sont comptés, son papa va perdre la mémoire. Son frère l'appelle et elle, contre toute attente, elle décide d'y aller. Elle s'y rend, elle dit bon, ok, j'y vais. Et ils vont passer quelques jours tous les trois autour de ce père, qui est un père colérique, taiseux, un ancien guide de montagne, donc qui a vraiment un rapport très âpre à la vie. Et on va découvrir pourquoi dans ce roman, puisqu'au fur et à mesure, Gaëlle Josse nous dévoile la grande histoire entre dans ce roman-là. Elle se mêle à l'histoire familiale. Je ne vous dis pas pourquoi, vraiment la thématique est très forte, le livre est complètement bouleversant. La montagne ultra présente, on a vraiment des scènes de découverte et de montagne impressionnantes, et ce livre est juste magnifique. Elle choisit toujours ses mots. C'est un texte court, vous allez le lire vite, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est vivant, c'est beau et c'est bouleversant. C'est Gaëlle Josse, ça s'appelle La nuit des pères et c'est chez Notabilia. Voilà. Et on enchaîne tout de suite. Alors, donc là, c'était une femme que j'aime et que je suis et que je relis à chaque fois avec plaisir. On a aussi des découvertes d'auteurs, des textes comme ça qui nous tombent entre les mains et c'est parfois assez surprenant. Celui-là, je l'ai lu il y a 3 mois. C'était lors des présentations, les éditeurs nous convient. Alors, je vous donne la page tout de suite avant de vous perdre. Page 78. C'est un premier roman. 77, précisément. Là, c'est une découverte. Anthony Passeron, Les enfants endormis, c'est aux éditions du Globe. Alors, pour vous raconter, les éditions du Globe, ils sont habitués à mêler la fiction et la réalité. On est exactement dans ce sujet-là. Les enfants endormis, alors vous l'avez peut-être vu, les fidèles de la grande librairie ont peut-être découvert l'auteur la semaine dernière, il était présent. Il est très agréable et il écrit de façon vraiment impressionnante. Pour un premier roman, sincèrement, c'est très maîtrisé. Ce qui raconte Les enfants endormis, c'est l'histoire de son oncle Désiré, qui est décédé alors que lui, l'auteur, était très jeune. Il n'a pas trop compris pourquoi et il va commencer à chercher à savoir. Il va retrouver des images de son oncle très vivant, très joyeux, et il ne comprend pas pourquoi il est décédé. Il va essayer de comprendre. Ça se passe dans l'arrière-pays niçois, dans les années 80. Et son oncle Désiré est tout simplement mort du sida. C'était un toxicomane. Les enfants endormis, c'est ça. C'est ces enfants qu'on retrouvait dans les rues les matins,
avec une seringue dans le bras, endormi. Ça pourrait être du pathos, ça pourrait être une histoire racontée comme ça simplement, mais le talent d'Anthony Passeron, c'est qu'il va y mêler cette découverte d'une maladie qu'on ne connaît pas au début des années 80, et il raconte ça. Chaque chapitre de l'histoire familiale est mêlé avec la recherche et le travail qu'ont effectué les équipes, notamment les équipes françaises, pour essayer de trouver un médicament. Et c'est cette course folle à essayer de sauver des gens et toute une génération sacrifiée qui raconte. Le texte monte en puissance au fur et à mesure. C'est un texte bouleversant, mais très lumineux. C'est là où il est fort. Il arrive à nous emmener dans un texte difficile, d'une histoire difficile, où il raconte une vie difficile, et pourtant, il nous emmène vers la lumière. Anthony Passeron, je pense que vous en entendrez à nouveau parler. Son texte, il a déjà beaucoup résonné auprès des libraires, notamment, puisqu'on est les premiers passeurs de textes. Vraiment, je vous incite à le découvrir. C'est une plume formidable et un texte qu'il faut défendre, qu'il faut vraiment mettre en avant pour une thématique très très importante, cette recherche médicale qui est vraiment importante. Voilà. Donc c'est Anthony Passeron, Les enfants endormis, aux éditions du Globe. Bonsoir, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. D'abord, je vais dire quelques mots sur Laurent Godet. J'aime beaucoup Laurent Godet. Je lis depuis l'un des premiers romans qui s'appelle Le Cri. Oui, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai suivi et j'adore son monde assez humaniste et aussi poétique. C'est un ancien, il fait toujours. C'était un poète en fait quelque part. On voit bien à travers ce roman aussi. Donc j'aime beaucoup, je suis un fan de Laurent Godet. Je vais commencer par ça. Donc ce soir je vais vous présenter Laurent Godet, Chiant 51, aux éditions Actes Sud. Vous avez le petit livre, le page 30. Voilà. Donc l'histoire se passe en Grèce. Ça y est, le pays est racheté par une entreprise. Donc il y a des zones, zone 1, zone 2, zone 3. Zone 3, c'est la plus dure, c'est le plus compliqué, plus injuste des zones en fait. Et là où il travaille et vit notre héros, James Sparak, c'est un policier. Donc tout commence à travers d'une enquête et puis ça nous amène très très loin. Et il y a quelques années, quand c'était la question, en fait, si un jour un pays rachète les îles de Grec ou le pays, je me posais cette question. C'était un science-fiction pour moi. Je n'arrivais pas à comprendre. Et puis je me disais, si on peut acheter un quartier, une maison, d'accord, je comprends, mais un pays ou des îles, c'était une question. Et là, en lisant Laurent Godet, j'ai eu ma réponse. Donc, je suis très fier de le lire. J'ai dit ça parce que il est vraiment sympa. Et j'ai vu aussi à la télé, dans la grande librairie, et ça me parle beaucoup ce qu'il dit. Et donc, on suit le roman dès le début jusqu'au bout, sans arrêt. Et en fait, ce qui est étrange pour moi, je trouve, est que, à la fois, en fait, il utilise la science-fiction et le polar. Alors que jusqu'à là, pour moi, c'était très étrange. Je n'avais jamais vu chez Laurent Godet mélanger ça. Écoutez, c'est très bien réussi, en fait, de sa part. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai adoré et je vous conseille vraiment. Voilà, et puis, je veux dire aussi, c'est la première fois que je présente un livre. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aussi. Merci, Béni, d'être venu. Merci. J'avais préparé quelque chose, mais je vais déchirer parce que je ne l'ai même pas regardé. Louise, c'est à toi. Bonsoir, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Le premier coup de cœur que je vais vous présenter s'appelle L'Odyssée de Sven, écrit par Nathaniel Ian Miller aux éditions Buchet-Chastel, et c'est page 73.
Donc en fait, l'auteur, c'est son premier roman, il est américain et il a été invité pour faire une résidence d'écriture dans le Spitzberg, qui est une terre un peu désolée dans le Grand Nord, tout là-haut. Et en fait, en se promenant là-bas, il a découvert une cabane en bois, un peu miséreuse, misérable, qu'on voit sur la couverture. Ceux qui peuvent voir même dans le livret peuvent l'apercevoir. Et en fait, il a vu cette cabane et il s'est imaginé la vie d'un ermite en 1916, vivant dans cette cabane. Donc cet ermite, c'est donc Sven, d'où le titre, qui est né et a grandi à Stockholm, qui a enchaîné les petits boulots dans les usines, sauf que Sven c'est un rêveur, il rêve d'exploration, d'être trappeur, et travailler à l'usine ça lui convient vraiment pas. Donc il finit par partir, il embarque pour le Spitzberg, donc cette fameuse terre encore un peu inexplorée, et il va devenir mineur dans une mine de charbon. Alors évidemment, ça correspond pas non plus à ses attentes, il n'a aucun temps libre, il ne peut pas du tout explorer, il ne peut pas apprendre les techniques des trappeurs. Et finalement, grâce à toute une série de rencontres et d'événements pas toujours très heureux, il va finir par réussir à devenir cet ermite. C'était son objectif. Sauf que, encore une fois, ses rêves sont un peu... il y a beaucoup d'idéaux, mais ça ne correspond pas forcément à la réalité. Et Sven va vraiment devoir lutter pour garder la raison, pour survivre. Et en fait, ce roman, donc, qui raconte la vie d'un homme qui rêve d'être ermite, en fait, c'est un roman sur l'amitié, sur la famille qu'on se choisit, parce qu'il va y avoir toute une galerie de personnages haut en couleur, très caractérisés et en même temps hyper nuancés, très touchants, qui vont être autour de lui. Et en fait, c'est eux qui vont rythmer le roman et qui vont en faire presque un récit d'aventure. C'est un roman très romanesque, c'est vraiment, ça se lit tout seul, il fait presque 500 pages, je l'ai lu en 2 jours, j'arrivais pas à le lâcher. On embarque tout de suite, dès les premières pages, on a envie de suivre cette histoire. Ça aborde quelques sujets difficiles, mais jamais dans le pathos non plus. C'est très bien écrit, c'est fluide tout de même, ça se lit facilement. Et vraiment, je pense que ça peut être lu par tout le monde, parce que c'est très accessible, c'est une grande histoire, ça fait voyager, ça fait rêver, ça fait aussi réfléchir. C'est un excellent premier roman que je vous conseille pour le lire, pour l'offrir, pour faire plein de choses, pour voyager. Voilà, donc l'Odyssée de Sven, de Nathaniel Jan Miller chez Buchet-Chastel. Un très beau premier roman. Alors le deuxième coup de cœur dont je vais vous parler, c'est de la littérature française, ça s'appelle Qui sait, de Pauline Delabroix-Allard, page 27, dans le guide. Alors, Pauline Delabroix-Allard, elle avait déjà écrit un premier roman qui s'appelait Ça raconte Sarah aux éditions de Minuit, que j'avais déjà lu quand il était sorti, oui, que j'avais lu quand il était sorti et qui était très très beau. Donc là, elle revient avec un deuxième roman. Entre-temps, elle avait écrit de la poésie, des livres pour enfants, elle n'a pas chômé. Et donc, dans Qui sait, en fait, Pauline Delabroix-Allard part d'une situation qui lui est arrivée. En fait, elle devait faire sa carte d'identité, elle n'en avait jamais eu, elle ne savait pas trop pourquoi, mais elle devait la faire. Et en fait, en recevant sa nouvelle carte d'identité, elle revoit ses prénoms secondaires. Donc elle s'appelle Pauline, et ensuite viennent Jeanne, Jérôme et Isée. Et elle ne sait pas pourquoi. Il y a quand même 3 prénoms secondaires, ce qui est assez peu courant. Dedans, un prénom d'homme, et elle ne sait pas. Il n'est pas question pour elle d'interroger ses parents, puisqu'elle sait qu'ils ne répondront pas, qu'ils vont esquiver la question, c'est des taiseux, ils n'en parleront pas. Et du coup, elle va partir dans une espèce d'enquête familiale, elle va fouiller chez ses parents, fouiner, aussi imaginer, parce qu'en fait, tout ce qu'elle découvre, on ne sait pas si c'est la réalité, on ne sait pas si c'est vrai. Et on va voyager de Paris à la Chine, des années 1900 à nos jours. Ça va devenir, en fait, pour la narratrice, qui est peut-être l'autrice, on ne sait pas exactement, où est la fiction, où est la réalité. Et en fait, ça va devenir pour elle une espèce d'obsession, puisqu'il va s'agir pour elle à la fois d'une quête d'identité, de savoir qui elle est à travers ses prénoms et ses secrets autour de cette famille. Et en même temps, ça va aussi être pour elle un moyen de guérir. En fait, il y a ce fameux jour blanc dont elle parle dans le roman. Je vous en dis pas plus, vous verrez en le lisant, qui est un événement assez même très traumatisant qui lui est arrivé. Et en fait, elle va vouloir se revivre après ce qui s'est passé pour elle. C'est un roman composé de 3 parties, donc 1 par prénom. Ça monte en puissance. Ça commence par donc Jeanne, qui était une arrière. Je vous dévoile rien de très. Enfin, c'est dit dans la 4e de couverture, ça. Donc ça va. C'est donc Jeanne qui était une arrière-grand-mère qui a été considérée comme folle, mais pourquoi ? Ensuite, il y a Jérôme, qui était un ami de la famille, qui gravitait dans le milieu homosexuel de Paris dans les années 80, et Isée, une héroïne de Claudel, donc à laquelle la narratrice de ce roman va fortement s'identifier, parfois en approchant un peu de la folie.
C'est un excellent roman, la plume de Pauline Delabroix-Allard, on la retrouve. C'est un plaisir. Moi, quand je l'ai lu, alors c'est le premier de la rentrée littéraire que j'ai lu parce que vraiment je l'attendais énormément. Et je m'en souviens. Je me souviens de quand je le lisais et à quel point, à chaque page, j'avais envie de surligner les pages, donc je ne l'ai pas fait. Mais vraiment, j'étais très tentée et chaque mot est extrêmement bien choisi. Il y a à la fois du drame et de la fantaisie, c'est très très beau. Il y a de l'humour, il y a de tout. Vraiment, lisez-le. On reçoit l'autrice. C'est un énorme plaisir. Oui, le 8 octobre, c'est très très bientôt. Donc le 8 octobre, Pauline Delabroix-Allard nous fera l'honneur de nous rendre visite pour une rencontre. J'ai très hâte. Ça va être très bien et vraiment, n'hésitez pas à le lire et à lire aussi Ça raconte Sarah. C'est une plume magnifique qui mérite d'être plus connue. Merci donc. Qui sait aux éditions Gallimard de Pauline Delabroix-Allard. Bonsoir à tous. Donc moi, voilà, je suis la nouvelle, un peu stressée d'être là ce soir. Quand on m'avait dit qu'il y allait avoir la rentrée littéraire et la soirée de la rentrée littéraire, je n'avais pas prévu que j'allais faire un coup de cœur devant 120 personnes. Donc c'est un sacré challenge, mais ça va le faire. Moi, je viens vous présenter Biche de Mona Messine aux éditions Livre Agité. Alors, c'est page 72. Je vais autant, comme je suis nouvelle, autant célébrer la nouveauté ce soir. Donc, premier roman de la maison d'édition. Biche, ça raconte une partie de chasse qui va se passer dans la forêt. On va suivre Gérald avec tout un lot de personnages. Il y a aussi Linda, Basile. Et puis, on va alterner les différents points de vue. Donc, on passe d'un personnage à un autre et on va aussi avoir le point de vue des animaux. Donc, c'est un conte écologique qui... donc, c'est un conte écologique qui est très bien écrit, l'écriture est visuelle. On a l'impression d'être en immersion complète dans cette forêt et de suivre cette partie de chasse. On a une première partie où c'est construit un peu comme une balade, où ils sont là à traquer les gibiers, et puis à un moment donné, il y a un événement qui va se passer, Gérald va se perdre dans la forêt, et là on sent la tension qui monte, même au niveau de l'écriture, les phrases se raccourcissent, et on se dit, il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Ça monte, et puis il y a aussi toute l'ambiance de la forêt, donc c'est un dimanche, le temps commence à devenir gris, on a une tempête qui arrive, les arbres s'agitent. Imaginez-vous que la nuit tombe et il est tout seul dans la forêt et il se dit, pour s'en sortir, il a envie de sortir avec un trophée, mais on ne sait pas comment ça va se passer, encore une fois. Donc c'est très très bien écrit, j'avais trouvé ça brillant. C'était la première fois que je lisais un livre qui abordait le thème de la chasse et j'ai trouvé ça super bien écrit. Et le fait qu'on alterne les points de vue, on a vraiment le point de vue des hommes et le point de vue aussi des animaux. Et je trouvais ça très très bien construit d'avoir autant de points de vue différents dans un même livre. Et puis encore une fois, on n'est pas maître sur la nature, quoi. Les hommes ne peuvent pas contrôler la nature. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. Donc voilà, Biche de Mona Messine aux éditions Livre Agité. Bonsoir à tous. Alors ce soir je vais vous présenter La mémoire de l'eau de Miranda Colley et Laure aux presses de la Cité. C'est un premier roman étranger. Donc ça se passe un matin d'août à Cape Cod. Ellie. Quelle page s'il vous plaît ? C'est la page 63 du livret. Donc à Cape Cod, Ellie vient de se réveiller dans la maison familiale d'été. Pas très loin, son père,
Marie et ses enfants dorment. Elle a passé la nuit avec son amie d'enfance. Elle a 24 heures pour faire un choix. 24 heures pour choisir entre son mari, ses enfants qu'elle aime profondément, ou alors partir avec son amie d'enfance qu'elle aime également. On a 24 heures de la vie d'une femme durant lesquelles 50 années vont se dévoiler. 50 années où vont se révéler toute l'histoire d'une famille entre traumatisme, non-dit, secret, trahison. Un roman familial qui est très très bien écrit. On le lit avec passion, on est vraiment happé par l'histoire parce qu'on veut savoir pourquoi cette femme doit faire ce choix, comment elle en est arrivée là. On est sur deux temporalités, le passé et le présent, ce qui nous tient en haleine. 50 ans dans la vie d'une femme et aussi 24 heures pour faire un choix. C'est Miranda Colley-Heller, un roman passionnant que j'ai lu en une après-midi, vraiment, parce que je ne pouvais plus le lâcher. Vous voyez l'épaisseur. Je me suis posée, il était 13h, je me suis dit je vais lire quelques pages et en fait à 21h je l'avais terminé. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais vraiment il est passionnant, il est très très bien écrit, on a des descriptions quasiment impressionnistes, c'est un très très beau récit. Alors le deuxième roman que je vous présente est Chouette de Claire Ochetsky, page 102 du livret. Donc c'est aussi un premier roman et également de la littérature étrangère. Il nous raconte l'histoire de Tiny qui a une petite fille. Sauf que cette petite fille, c'est une enfant elle est mi-humaine, mi-oiseau. Donc c'est une enfant qui mord, qui chasse, qui glapit, qui terrorise tout le monde et qui ne s'intègre pas dans la société parce qu'elle n'est pas normale. C'est un roman qui a une allure de conte. On suit le quotidien de Tiny qui nous raconte voilà, comment ça se passe avec cette fille qui dénote, qui ne rentre pas dans la norme. Et on a une mère qui aime profondément son enfant, une maman qui veut que sa fille vive son animalité librement et un père à côté qui veut qu'elle rentre dans la norme, dans les cases. Et donc on a ce combat entre les deux parents. On a quelque chose de très très beau sur la maternité et notamment le fait d'être une mère d'un enfant différent. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée, notamment parce que l'autrice s'inspire de son histoire personnelle. Elle a eu une enfant qui est neuroatypique, donc très différente. Le cerveau fonctionne différemment d'une autre. Donc on nous donne par exemple un simple ordre ou une énonciation, elle va le comprendre différemment, elle va le prendre au pied de la lettre, elle ne va pas comprendre les images qui sont derrière. En fait. Donc elle s'inspire de ça et c'est vraiment très beau parce qu'on sent au fil des pages la difficulté de ce que c'est de dompter une enfant indomptable. Donc c'est un très beau roman sur la maternité, c'est Chouette de Claire Ochetsky aux éditions Phébus. Bonsoir à tous et à toutes. Je reviens avec une vieille routarde de la littérature asiatique, Ito Ogawa, que je n'avais pas présenté, je fais tout comme Anne. Son avant-dernier qui s'appelait La République du Bonheur, qui était à la suite de la papeterie Tsubaki, et qui m'a laissé un petit goût de déception. Je l'avais trouvé, donc je ne l'avais pas présenté. Mais la littérature, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut quand même, à un moment donné, être déçu et revenir sur des nouveaux romans. Et là, son dernier, un bijou. Alors, je vais vous voir le thème, fin de vie, la mort. Vous allez me dire, en ce moment, c'est vraiment pas des thèmes dont on a envie de parler vu l'état de morosité dans lequel on est. Page, pardon. 101. Et alors là où elle est très 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 forte, Ito Ogawa, c'est qu'elle va vous emmener vers la fin de vie, vers la mort, et vous allez trouver la vie. On suit Shizuku. Shizuku, elle a 30 ans, elle vient de découvrir qu'elle est atteinte d'un cancer fulgurant. L'oncologue lui a dit 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait de ces 3 mois ? Elle refuse de retourner à l'hôpital, elle refuse de subir des traitements qui de toute façon vont la conduire vers la mort. Elle choisit
de rejoindre la Maison du Lion. Alors la Maison du Lion, c'est une espèce de pension de famille qui a été organisée vraiment comme une pension de famille où les pensionnaires sont tous des gens et des enfants en fin de vie. Et tout est fait dans cette maison pour faire que ces derniers instants de vie soient des instants de vie. Chaque mercredi, on va organiser un goûter où chacun va être tiré au sort pour faire le goûter de son enfance. Vous savez, ces goûters qu'on a tous à un moment donné, ce goûter fétiche. Et là, pour satisfaire chaque pensionnaire, on va refaire ce goûter au hasard. Alors évidemment, il y a un peu de tricherie parce que c'est les premiers à partir qui vont se retrouver comme par hasard tirés au sort. Et ça va permettre à chacun de revenir sur ses souvenirs d'enfance, sur sa vie, sur ses bons moments. Et là où elle est très très forte, c'est qu'à aucun moment donné, on sent la mort alors qu'on est près de la mort. Et moi je trouve qu'elle n'a jamais aussi bien parlé de la vie que dans ce roman-là. C'est magnifique. Anne, le retour. Alors, me revoilà. Je vais vous donner la page tout de suite, page 9. Pierre Adrian. C'est aux éditions Gallimard et ça s'appelle « Que reviennent ceux qui sont loin ». Alors cette fois-ci, je vous emmène en Bretagne. Pierre Adrian, il a une famille, c'est un roman-récit. Sa famille se réunit, c'est une tradition depuis toujours autour de cette maison quelque part en Bretagne, en face de Ouessant. Vous imaginez les paysages magnifiques. Une maison, des hortensias, des troènes. Et une famille qui, autour du 15 août, a une tradition, alors plus ou moins réalisée chaque année suivant, mais ils se croisent, ils se retrouvent, la maison est grande, chacun a sa chambre. Tout le monde autour d'une grand-mère qui lie sa famille autour de cette maison. Pierre Adrian, lui, alors bon, une histoire de famille comme ça, c'est beau, hein, mais c'est aussi des choses des fois difficiles à vivre en famille. Les cousins, les oncles, les tantes, la vie de famille c'est fait de haut et de bas. Cette fois-ci, Pierre Adrian, lui, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé dans cette maison-là, autour du 15 août. Et cette année-là, sa grand-mère commence à prendre de l'âge. Elle arrive à un âge où on sait que peut-être ça ne sera pas éternel. Et il se dit, bah, quand même, il faut que j'y aille. Alors, au début, il y va un peu à reculons et en fait, il va se retrouver plongé dans son enfance et dans son adolescence. Il va y retrouver ses cousins, ses oncles, ses tantes, les vélos cachés au fond de la grange qu'il faut réparer chaque année parce que l'embrun a abîmé les vélos. C'est empreint de nostalgie ce texte, c'est écrit d'une façon vraiment très précise, très chirurgicale et en même temps c'est très nostalgique. L'histoire est absolument bouleversante, je ne vous dirai pas pourquoi, je vous invite juste à lire ce texte-là. La surprise que j'ai eue a été un choc de lecture. Il m'a emmené quelque part. Je pensais savoir, ça fait quand même, j'ai la bouteille maintenant, j'en ai lu quelques-uns des romans. Donc il y a des fois où on a peu de surprises, on sait où il nous emmène, on est content qu'il nous emmène, mais des fois on a des surprises. Et bien là, avec Pierre Adrian, j'ai eu une surprise. Et quelle surprise! Lisez-le, vous verrez. C'est un texte absolument bouleversant, nostalgique, mélancolique, empreint d'embrun et de Bretagne. Voilà. C'est Pierre Adrian et ça s'appelle « Que reviennent ceux qui sont loin », c'est Gallimard. Alors on va basculer de l'Europe, de la Bretagne et de Ouessant en Croatie. Alors pour les clients à qui je parle régulièrement de mes coups de cœur, je vous ai sans doute déjà parlé de Jurica Pavičić, j'espère que je n'éborgne pas son nom. C'est un auteur croate qui a fait un premier roman qui était un roman policier qui s'appelait L'eau rouge, que moi j'ai adoré, donc j'ai peut-être déjà conseillé à plusieurs d'entre vous. Cette fois-ci, il arrive en littérature. Alors c'est le titre, ça s'appelle La femme du deuxième étage. Je vais vous donner tout de suite la page. Vous êtes formidable. 104. Voilà. La femme du deuxième étage, cette fois-ci, c'est pas considéré comme un polar, mais pourtant il y a quelque chose de cet ordre-là, sauf que l'histoire est déjà jouée. La femme du deuxième étage, c'est une jeune femme qui purge une peine de prison pour avoir tué sa belle-mère. Cette jeune femme, on la rencontre, elle finit sa peine, elle va être libérée.
Donc elle arrive à un moment un peu charnière de sa vie. Et ça va être l'occasion de nous raconter pourquoi elle en est arrivée là. C'est une femme ordinaire. C'est quelqu'un qui a une vie assez classique. Elle est tombée amoureuse d'un homme, Freyn, qui était un apprenti matelot. Et Freyn, il a une maman qui a une maison familiale qu'ils ont construite avec son mari qui est décédé. Ils l'ont construite, ils ont tout fait pour que tout se passe bien. Le jour où Freyn et Bruna, la jeune femme, emménagent, ils emménagent au 2e étage. Au premier, il y a la belle-mère. Et elle va raconter cette histoire qui est à la fois ordinaire, puisque ça pourrait arriver à n'importe qui. Mais dans cette société croate, il y a des choses qui se jouent, et elle va nous raconter la brisure, comment son destin va basculer vers l'extraordinaire, c'est-à-dire la prison, pour avoir tué un membre de sa famille. C'est un texte qui est assez perturbant, qui est vraiment très très bien écrit à nouveau. Il raconte plein de choses sur la société croate, mais ça pourrait arriver à n'importe qui. Voilà. C'est le basculement d'une vie ordinaire vers l'extraordinaire et comment on se reconstruit. La fin est particulièrement réussie dans cette vie-là de cette femme du 2e étage. C'est aux éditions Agulot, qui est un éditeur indépendant. C'est pour ça aussi que je vous le présente ce soir, parce que vous avez entendu parler de plein de romans dans cette rentrée littéraire. Et il y a des éditeurs qui font un boulot formidable. Découvrez les livres croates, découvrez les éditions Agulot, et notamment celui-ci, La femme du 2e étage. Voilà, merci. C'est moi encore. Très bien, c'est une bonne idée. Alors je vais vous parler maintenant d'un premier roman américain qui s'appelle Un profond sommeil de Tiffany Quay Tyson. Il n'est pas dans le livret, parce qu'on ne l'avait pas encore reçu quand le livret a été imprimé, donc on l'a lu après. Je l'ai lu après. Et ça valait le coup de le lire. C'est donc un premier roman américain qui se passe dans le Mississippi dans les années 80. Et ça va être l'histoire d'une fratrie. Donc il y a Willette, le grand frère, ensuite Roberta, qui se fait appeler Berthe, et la petite sœur de 6 ans, Pansy. Et un jour, ils vont braver l'interdiction de leur mère et partir se baigner dans la carrière à quelques kilomètres de là. Sauf qu'il suffit de quelques moments d'inattention, les 2 aînés partent manger des fruits sauvages parce qu'ils ont un petit creux après la baignade, et quand ils reviennent, la petite sœur a disparu. Voilà, c'est assez terrible, c'est assez mystérieux, puisqu'il n'y avait personne dans les alentours, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a des recherches, elle ne l'est pas retrouvée, enfin voilà. La suite du roman, en fait, ça va être l'histoire de cette famille qui doit continuer à vivre malgré cet événement terrible. Donc la mère qui va tomber dans une dépression profonde, le père qui était souvent absent, qui ne réapparaît pas, ce qui en fait le suspect numéro 1. Et c'est ce frère et cette sœur, donc c'est Berthe, la sœur cadette, qui raconte, qui vont devoir grandir, se construire alors qu'ils n'ont plus aucun repère. Donc en fait, ce roman va nous faire voyager donc du Mississippi, la mangrove, des Everglades en Floride. C'est toujours une ambiance très moite, un peu marécageuse. Ça fait un petit peu penser au roman Là où chantent les écrevisses, pour celles et ceux qui l'ont lu. On vous l'a certainement déjà conseillé ici. C'est un roman qui mêle un peu d'enquête sans que ce soit du tout un roman policier. Ça aborde notamment donc c'est le récit d'une adolescente qui doit se construire, et en même temps il y a les chapitres alternent et il y a à chaque fois une histoire un peu mystérieuse, l'histoire d'abord de la carrière qui est entourée d'un mystère, on ne sait pas trop, d'un peu de magie peut-être, et en fait ça va petit à petit nous emmener vers l'histoire familiale qui est mêlée à celle des États-Unis, à l'histoire terrible du sud des États-Unis. Donc ça aborde des sujets difficiles comme le racisme, comme les violences faites aux Noirs. C'est un roman qui, je pense, est très important. Il faut le lire. C'est très très bien écrit. Dès la première page, on est happé. C'est assez bouleversant. C'est violent, je vous préviens. Donc, âme sensible, pas s'abstenir, mais en tout cas être prévenu. Voilà, c'est un très très beau roman. Donc, Un profond sommeil chez Sonatine de Tiffany Quay Tyson. Ensuite, je reviens à la littérature française, j'essaie d'alterner. Sandrine Colette. Ah oui. Voilà. Donc, du cœur. Ouais. On était des loups aux éditions J.C. Lattès. Sandrine Colette, c'est déjà une romancière qui a bien écrit. On la connaît surtout dans le polar.
Là, c'est pas un polar, c'est très sombre, mais c'est pas un polar. Non, il est classé en littérature, vraiment, il n'y a pas du tout d'enquête, enfin, c'est pas un thriller du tout. Ça va être l'histoire de Liam, qui est un trappeur, encore un, il y a un petit thème commun dans mes lectures cet été. Donc, Liam, c'est un trappeur qui part pour chasser pendant des jours et des jours, voire des semaines entières. Et à chaque fois, quand il revient, il y a sa femme et son fils qui l'attendent, comme s'il savait d'avance quand est-ce qu'il allait revenir, alors que c'est toujours imprévu. Et lui, à chaque fois qu'il retrouve son fils, il est tiraillé entre une grande joie, une grande tendresse de voir ce petit garçon de 5 ans qui l'attend et qui est tellement heureux de le retrouver, et en même temps une angoisse profonde de voir un enfant de 5 ans dans ce milieu pas du tout adapté, pas civilisé, dans la forêt, dans la montagne, avec des bêtes sauvages qui rôdent autour. Il va rentrer une fois d'une séance de chasse et son fils ne l'attend pas. Il va vers sa maison et là il découvre ce qu'il n'aurait jamais imaginé découvrir, le corps de sa femme ensanglantée qui a été tuée par un ours et sous son corps, son petit garçon, vivant. Et là il va y avoir toute une nuit de réflexion pour Liam, puisqu'il ne peut pas rester tout seul avec ce petit garçon et lui partir des semaines entières pour chasser, il ne peut pas le laisser tout seul dans la maison. Et en fait, à la fin de la nuit qui suit ce terrible drame, il va décider d'abandonner son fils, pour ne pas abandonner la montagne. Donc ce récit, c'est celui d'un père qui part sur la route avec son fils pour trouver quelqu'un à qui le refourguer, en fait. Parce qu'il veut pas. Il veut pas le garder avec lui, c'est pas possible. C'est pas qu'il l'aime pas, c'est que c'est pas possible. Il peut pas vivre ailleurs que là où il est. C'est un récit tout à fait brutal et en même temps très tendre. C'est une écriture très orale, le style de Sandrine Colette est sublime. Elle nous emporte tout de suite. Le personnage de Liam, il est à la fois détestable, puisqu'il veut abandonner un petit garçon de 5 ans, et en même temps, on s'attache profondément à lui, et je vous dévoile pas plus que ça, mais en tout cas, c'est un roman qui m'a bouleversée et qui aborde des sujets qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. L'absence d'instinct paternel, c'est quelque chose dont on ne parle pas trop. Et là, c'est abordé avec une grande, grande subtilité. Je vous le conseille vraiment, ça se lit très très vite, c'est un vraiment très court roman, et ça vaut le coup d'être lu. Voilà, donc On était des loups, et le titre est très beau, je trouve. On était des loups, de Sandrine Colette et J.C. Vador. Alors, pour la suite, je vous présente Hors la loi d'Anna North, donc un autre roman étranger. Alors, Anna North, elle est déjà connue dans le monde littéraire, donc c'est son 3e roman, donc 2e traduit en France. Elle nous emmène en 1894 auprès d'Ada, 17 ans, qui vient de se marier. Elle est sage-femme, elle a appris auprès de sa mère, donc un métier qui lui plaît profondément. Elle a tout pour être heureuse, pourtant Ada ne l'est pas, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Elle vit dans une toute petite ville du Texas, qui est baignée par les superstitions, et les rumeurs vont commencer à surgir, et elle va être accusée d'être une sorcière. Elle va devoir fuir pour sa vie, et elle va donc intégrer un gang de hors-la-loi, qui sont des femmes, donc un groupe de femmes mises au banc de la société, qui se regroupent en cow-boys et enfreignent la loi. Donc on va être dans un roman d'aventure, un western qui a été remanié par l'autrice, très brillamment d'ailleurs, parce qu'il est moderne. Il aborde de nombreuses questions, donc des questions de société, de fertilité, de sexualité, de religion, de race. Donc un roman qui aborde de nombreux thèmes, qui est moderne, qui est très très bien écrit, qui nous emmène avec lui dans une grande aventure au cœur du Far West. C'est un excellent roman qui nous emmène avec lui et qui a beaucoup, qui est féminin et féministe, parce qu'on est au cœur de ces femmes qui se regroupent, qui se soutiennent les unes les autres, qui se regroupent en cow-boy, et c'est très très bien exécuté. Donc c'est Anna North, Hors la loi, aux éditions Stock. Et j'ai oublié de vous donner la page, à la page 100 du livret. Le suivant, c'est Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellors. Alors ne le cherchez pas, il n'est pas dans le livret. Donc pareil, quand je l'ai lu, c'était juste après la liste qu'on devait donner au libraire ensemble. Donc en fait, je ne l'avais pas lu.
Cléopâtre et Frankenstein, c'est un roman que je tiens beaucoup, parce que pour moi, c'est la comédie romantique de l'année. On est dans un univers entre Marriage Story et les Chroniques de San Francisco. On suit Cléo, qui est anglaise, qui est allée faire des études d'art aux États-Unis, donc elle vit à New York, et c'est une ville qui lui plaît beaucoup, sauf que son visa étudiant arrive à échéance et elle va devoir rentrer à Londres, ce qui va être pour elle un échec, en sachant qu'elle n'expose pas et elle n'a plus d'argent. Un soir, elle a rencontré Frank. Frank qui a tout pour lui, il est séduisant, il a 20 ans de plus qu'elle, il a des amis, la célébrité et de l'argent, et surtout la nationalité américaine. Donc, ils vont se marier. On va avoir ici une comédie romantique parce qu'on va suivre ce couple qui s'aime profondément, mais qui se rate. Parce qu'ils sont bourrés de défauts, ils ne s'écoutent pas. Et du coup, on va être dans un couple qui va s'étioler au fil du temps, alors que l'amour est toujours là. C'est un roman qui est très drôle. On est sur une chronique autour de ce couple. Plein de personnages vont intervenir pour nous parler de ce couple. C'est vraiment très bien réussi. C'est Cléopâtre et Frankenstein aux éditions Anne Carrière. Et je vous conseille vraiment de le lire parce qu'il vous embarque avec lui. Et pour moi, c'est vraiment très très novateur. C'est Coco Mellors, l'auteur. Coco Mellors. Cléopâtre et Frankenstein. Voilà. Arrêtez de mettre de vous mettre ici. Alors, je viens vers vous avec un deuxième roman. Alors, voilà, double coup de cœur parce qu'on a été deux à le lire dans la librairie. Anne tout à l'heure parlait de l'importance de l'importance de défendre des petits éditeurs. Et là, pour le coup, La Peuplade, on peut dire que c'est un petit éditeur, un éditeur québécois. Alors, c'est un peu un hasard cette lecture puisque nous avons eu la chance de participer cette année aux réunions nationales de la librairie qui se sont passées à Angers, dont vous avez peut-être entendu parler. Et il y avait l'attaché de presse de Peuplade qui nous a parlé de ce livre. On était avec Anne, il y avait Louise aussi, je crois. Et on est sorti de la salle, je dis, il faut que je le lise. Il en avait un exemplaire, je l'ai emmené. Je l'ai glissé comme Anne sous le siège de la voiture auprès des 15 autres que j'avais déjà mis dans la voiture. Qui savent, moi j'emmène des livres, moi. Et j'ai eu la chance de le lire face à la mer. Alors c'est un roman très étonnant. Dominique Scali, c'est son premier roman. C'est une femme qui s'est enfermée, nous a-t-il dit, pendant 5 ans pour écrire ce roman. C'est un roman historique et c'est un roman d'aventure historique. Alors on est vraiment dans un récit complètement romanesque. Et Dominique Scali, elle nous emmène dans un monde, on peut dire, je crois que c'est mis dans le résumé, un 18e siècle alternatif. C'est quelle page? Voilà. Alors c'est un long roman, hein, on ne le dévore pas une après-midi parce qu'il est très exigeant. Il y a beaucoup de vocabulaire autour de la mer, mais c'est magnifique. Hein. On suit Danaé. Danaé, donc on est dans un 18e alternatif, ça se passe sur une île qui est divisée en 2 parties. La cité, qui est entourée de murailles, où finalement les citoyens vivent à l'abri, et tout le reste, qui vit sur les plages, aux abords de la mer, et 2 fois par an, il y a des grandes marées. Et vous imaginez bien que les grandes marées balayent ces plages et emmènent une partie de la population. Et les Îlois qui vivent à l'intérieur de la muraille n'ont pas forcément été là de fait des ancêtres. Il faut avoir été valeureux dans ce monde-là. Le problème, c'est que dans tous les systèmes à 2 vitesses comme ça, à un moment donné, on achète ses privilèges et finalement, c'est les privilégiés qui se retrouvent dans les murailles. Et on suit Danaé. Danaé, c'est une jeune orpheline qu'on imagine venir de la cité, qui a une particularité, c'est que contrairement à tous les autres, elle sait nager. Parce qu'on dit que les marins ne savent pas nager, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais on disait toujours qu'un marin qui savait nager, c'était un marin qui allait souffrir pendant 4, 5, 6 heures dans l'eau, alors qu'un marin qui ne savait pas nager, il coulait, et l'affaire était dite en 5 minutes. Non mais c'est une réalité, hein. On n'apprenait pas à nager, c'était pour ça. Si ça permettait, en cas de chute du bateau, ben, au moins on mourait vite, quoi.
Ouais, c'est un peu. Et donc on suit Danae. Danae, elle sait nager. Et vu qu'elle sait nager, elle peut aller récupérer les épaves et elle va graviter dans ce monde. Et elle va rencontrer plein de personnages. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu du Dumas, mais on pourrait dire que Dominique Scali, c'est la Dumas du XXIe siècle. C'est un roman comme ça, avec des personnages en couleur, qui sont attachants. Il n'y a pas de... c'est pas manichéen comme monde, hein. C'est un monde aride, dur, mais où chaque personnage trouve sa place. Et on se laisse embarquer. Et finalement, les 700 presque pages, on les voit, on les enfile d'une traite. C'est magnifique. Lisez-le. Si vous aimez les grands romans d'aventure à la Dumas, lisez-le. Donc Dominique Scali, Les marins ne savent pas nager. Aux éditions de la Peuplade. Encore moi. C'est le dernier pour moi ce soir. J'étais obligée. Voilà. Donc, Tiffany McDaniel, qui a écrit cette année, enfin qui a publié cette année aux éditions Gallmeister, L'été où tout a fondu. C'est page 99. D'accord. Vous connaissez déjà peut-être Tiffany McDaniel, qui a écrit Betty, qu'on vous a aussi certainement déjà conseillé, puisque c'est un coup de cœur unanime à la librairie. Et là, donc en fait, ce roman, L'été où tout a fondu, Tiffany McDaniel, elle l'a écrit avant d'écrire Betty. Il est publié après, chez son éditeur français. Mais elle l'a écrit avant, et en fait, je ne sais pas si pour ceux qui l'ont lu, si vous vous souvenez, à la fin de Betty, on croise leur personnage, un procureur, dans une voiture. Et en fait, ce procureur, c'est un des personnages principaux de ce livre. Donc ce procureur s'appelle Autopsy Bliss. Il vit dans une ville moyenne aux États-Unis, dans les années 80, dans l'Ohio. Et en fait, cet homme est toujours tiraillé parce qu'il veut toujours comprendre la lutte entre le bien et le mal. Il veut tout comprendre, il veut savoir, il veut voir par lui-même. Et un jour, pour voir par lui-même, il va invoquer le diable par une annonce dans le journal. Pourquoi pas? Le lendemain, le fils de ce procureur se promène dans la ville et il passe devant le tribunal et il rencontre un petit garçon noir avec les yeux verts qui lui dit « Bonjour, ton père m'a invité, je suis le diable. » Ce garçon a une douzaine d'années, personne ne le croit d'abord, puisque c'est pas du tout l'image qu'on avait du diable. Et puis petit à petit, en fait, il va y avoir toute une série d'événements étranges dans cette ville qui va faire que les habitants vont commencer à se méfier de ce petit garçon. Et puis en plus, il est noir. Alors c'est pas tout comme il faut pour eux. Et il va y avoir en fait une espèce de dualité entre ces habitants qui vont vouloir comprendre et en même temps se méfier et devenir haineux. Et en fait la famille de ce procureur, son fils qui raconte, et ce petit garçon noir qui est arrivé en disant être le diable puisqu'il va être recueilli par cette famille. C'est un roman qui aborde des très beaux sujets, ça parle beaucoup de l'enfance, des jeux des deux enfants, des deux garçons qui deviennent presque comme des frères, des relations fraternelles, puisqu'il y a aussi un grand frère dans la famille. C'est très très beau, mais ça aborde aussi des sujets extrêmement violents. Je vous préviens là, on n'en sort pas indemne. Moi je l'ai lu dans le train en revenant de vacances. J'ai pleuré beaucoup dans le train. C'est très dur, c'est en même temps très très important. Voilà, c'est assez nécessaire, enfin c'est pas nécessaire, mais ça aborde des sujets qui nous retournent un peu l'estomac, faut s'accrocher, mais vraiment l'écriture de Tiffany McDaniel, c'est plus à prouver. Betty était un chef-d'œuvre, c'en est à nouveau un. Vraiment, lisez-le, c'est bouleversant. C'est un de mes plus gros coups de cœur de la rentrée, et je sais qu'on est plusieurs à l'avoir lu et à avoir eu une grosse panne de lecture après parce que rien ne pouvait égaler ça. Donc voilà, lisez Tiffany McDaniel, il faut la découvrir ou la redécouvrir, c'est vraiment magnifique. Voilà. Déjà presque la fin. Alors je vais faire juste un petit aparté, j'ai toujours un problème pour choisir les textes dont je vais vous parler ce soir. Je choisis, je change, je rechange. Valérie, t'es témoin. J'ai changé des choses, j'ai remis parce que j'ai envie de parler de tous et voilà, il faut faire un choix à un moment donné. Ce soir, j'ai choisi de ne pas vous parler de Miguel Bonnefoy, alors que je l'ai adoré. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a une bonne raison. C'est que je vous invite le 11 novembre à 16h et vous aurez la chance de rencontrer Miguel Bonnefoy. Le texte est vraiment super, mais je me suis dit ce soir je vais pas en parler, on aura le temps de développer son texte qui s'appelle L'Inventeur et qui est vraiment super.
Le 11 novembre, c'est un jour particulier, vous n'aurez rien à faire, il va pleuvoir. Venez au soleil avec Miguel Bonnefoy. Il y a un autre texte dont je ne vous ai pas parlé, qui est une femme qu'on va recevoir aussi le mercredi 23 novembre. Notez dans vos agendas, vous la connaissez déjà, elle est déjà venue à la librairie. Elle s'appelle Caroline Laurent. Elle revient, elle avait écrit un ouvrage qui s'appelait Rivage de la colère, et puis avant Et soudain la liberté, qu'elle avait écrit avec une certaine Evelyne Pizier. Elle est aussi éditrice, notamment de Olivier Duhamel. Là, elle revient avec un texte qui est un récit. Elle va raconter la sidération qu'elle a ressentie le jour où un certain livre, La Familia Grande, est sorti. Caroline Laurent est une femme absolument impressionnante. Vous aurez l'occasion de parler avec elle de ce texte-là qui s'appelle Ce que nous désirons le plus. Elle vient le 23 novembre. Elle sera là à 18h, de mémoire. Voilà, c'était ma petite aparté, mes 2 textes que j'ai pas passés, mais j'en parle quand même. Voilà. Non, le dernier texte dont je voulais vous parler. Alors là, le plus dingue. Je finis en beauté avec un texte. Je sais pas quoi vous dire. J'appelle ça un ovni. C'est un truc dingue. Guillaume Lebrun est un éleveur d'insectes qui habite à Pézenas. Quand on m'a mis en main ce texte-là, on m'a dit « Anne, écoute, lis-le, tu vas voir. C'est une revisite de l'histoire de Jeanne d'Arc et de Yolande d'Aragon. » On est page 69. Et Guillaume Lebrun nous raconte l'histoire de Yolande d'Aragon, qui est une femme que vous connaissez, qui voulait sauver le royaume de France. Il revisite l'histoire et il convoque une quinzaine de jeunes femmes, Yolande d'Aragon convoque une quinzaine de jeunes femmes dans une espèce d'école pour créer celle qui pourra sauver le royaume de France des Anglichois. Elles seront une quinzaine, la meilleure, la 12e, sera Jeanne. Ce texte-là est une histoire que vous connaissez, mais dans les mains et dans la plume de Guillaume Lebrun, ça donne un truc dont je suis obligée de vous lire la première page, vous allez voir le ton. Alors, ça commence, donc le titre du chapitre, c'est Sympathy for the Devil, voilà, et le texte. Alors, j'espère que je vais bien le lire. Laissez-moi me présenter comme il se doit. My name is Yolande, and I am from Aragon. Née sur les terres du royaume de France, 14 siècles après Jésus en Christ, répandue au sortir du ventre par des hurlements de joie, déjà bien esbadaillée des choses du monde, instruite en diablerie, 4 fois reine, 2 fois comtesse, dame de Guise, duchesse et maîtresse incontestée de mes sujets hérités de mienne épopée angevine, mariée à Louis, dit Loulou, belle-mère est liée par le sang au grand bastard de France. Je me montre si douce avec lui qu'il me nomme Tantine. Alors que j'étais enfin en âge de pouvoir sécher les vêpres, une grande guerre civile s'est déclenchée. Sache que c'est pur hasard si je me tiens aux côtés des Armagnacs plutôt que celui des Bourguignons. J'eusse pu être en inverse et le vivre aussi bien. Nonobstant, il faut reconnaître que tout avait mal commencé pour les gens de la classe 1380. Voilà. Il a le talent de mêler de l'ancien français, du français moderne, de l'anglais, avec un humour et une audace absolument folle. Ce monsieur-là connaît son texte, connaît son histoire, connaît absolument l'histoire de Yolande et de Jeanne, et il le maîtrise, il prend des largesses, il est audacieux, il y va, on rigole, et je vous jure que j'ai corné je ne sais combien de pages et que j'ai ri avec ce texte-là. Ça comptait parce qu'alors, bien sûr, quand je suis revenue de vacances, j'ai dit à mes collègues, j'ai trouvé un livre absolument génial. J'en parle à ma collègue Céline, qui l'a lu. Céline. Ouais, et à 1h du match, je t'ai envoyé, mais il est complètement barré, ce Ce texte est complètement barré, mais je vous jure, faut aimer quand même jouer avec les mots, hein, je ne vais pas vous le cacher.
Mais si vous aimez ça, allez-y, c'est un pur plaisir. Là, le terme jubilatoire, très souvent galvaudé, ne l'est absolument pas. C'est un texte d'une audace et vraiment d'une invention. Il est inventif, il a toutes les qualités pour faire un grand, grand, grand plaisir de lecture. Ça s'appelle Les Fantaisies guerrières. Alors, ça y est, je suis la dernière à passer. Et moi, j'ai choisi de vous présenter Laura Poggioli, Les Trois Sœurs. La 111. 111, et Laura Poggioli, elle va venir en rencontre le 18 novembre. J'ai oublié la date, merci. 18 novembre. Alors Laura Poggioli, elle est angevine, elle est née à Angers. Oui, elle est née à Angers. En fait, elle a fait ses études à Dubélé. Et elle est tombée amoureuse de la Russie, de la langue russe, grâce notamment à une de ses professeurs qui s'appelle Madame Perroni. Alors Madame Perroni, elle est là aujourd'hui ou pas? Non. Parce qu'on l'a rencontrée en plus. On la connaît, Madame Perroni. Elle n'est pas là. Mais elle sera là le 18 novembre. Mais elle sera là le 18 novembre pour faire la rencontre avec Laura Poggioli. Et donc, en fait, ce roman, parce que c'est un roman, il est basé sur un fait divers qui s'est passé en Russie le 27 juillet 2018. Il y a une sorte de déflagration en Russie lors des journaux télévisés parce que 3 filles, donc Christina, Marina et j'ai oublié le dernier nom, c'est Angelina. Ont décidé de tuer leur père de 36 coups de couteau et de 10 coups de marteau. Je vais casser un peu l'ambiance. Donc voilà, en fait, donc Laura est à Moscou, elle se rend compte de la déflagration, elle s'est intéressée à ce fait divers. Au début, elle ne savait pas trop pourquoi, puis ensuite, elle a compris. Et donc, en fait, dans ce roman, elle décrypte tout le phénomène de violence qu'ont subi les 3 filles, puisque, vous l'avez compris, elles ont été agressées, violées et subi de très graves sévices par leur père alcoolique. Et donc c'est toute cette violence au sein de la société russe qui est décrite, qui est très très imprégnée du patriarcat. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'en fait au fil de l'eau, quand elle va décrypter tout ce qui s'est passé pour les filles, en fait en parallèle elle va faire justement des parallèles avec sa propre histoire et son propre vécu. De petites histoires, de petites violences qu'elle a connues, subies, et voilà. Et donc, du coup, c'est ce parallèle-là qu'elle fait entre la société russe, la violence qui est faite là-bas, et aussi notre société occidentale. Et donc, c'est ça qui est très intéressant et qui vous embarque. Le livre, c'est pareil, moi je l'ai lu, je l'ai avalé. Je suis assez attirée par tout ce qui est pays slave, etc. Et la Russie me parle beaucoup. Ce bouquin-là, partez l'acheter. Moi, il m'a embarqué. C'est son premier roman, mais je suis convaincue qu'on en entendra beaucoup parler après. Et d'ailleurs, vous en entendez déjà beaucoup parler sur les réseaux, dans les rencontres littéraires, etc. Donc, allez-y, courez le prendre. Voilà. Et je vous remercie tous d'être venus, de nous avoir écoutés, de nous faire confiance pour nos choix. Il y a une tradition chez Rougier & Play. À chaque fin de rentrée littéraire, on offre un petit verre à nos clients, une petite collation sympathique qui vous attend là-bas. Donc on vous invite à aller vous servir. On vous remercie évidemment beaucoup et on peut applaudir tous nos clients, s'il vous plaît.